bienvenue pour ce deuxième podcast sur ma chaîne Douce Lecture & Co ASMR. C'est un format que j'ai décidé d'inclure sur ma chaîne pour changer un peu des vidéos et se concentrer uniquement sur la voix, avec des sujets de la vie, du quotidien, etc. Il y a bien sûr beaucoup de podcasteurs sur YouTube, sur Spotify, Apple. Et j'ai aussi envie, moi, d'émettre des pensées, tout en relaxant, je l'espère, avec ma voix assez douce. J'avais demandé dans l'onglet communauté quel sujet je pourrais aborder lors du prochain podcast. Et 2 abonnés m'ont conseillé de parler du livre en général, de la littérature. Et j'ai trouvé l'idée idéale, bien sûr, puisque c'est un thème que j'utilise fréquemment dans mes vidéos lecture relaxante. Et j'ai suffisamment d'inspiration dans ce domaine pour en parler dans ce podcast. Donc je vais commencer par la première thématique, la première question qui m'a été posée par Christophe. Il m'a donc demandé comment je vivais ma sensibilité vis-à-vis des livres, ma créativité, mais de parler aussi de mon rapport aux livres, aux mots et au papier. Donc je vais commencer par évoquer ce sujet-là. Alors je dirais que depuis mon enfance, j'ai toujours été attirée par les livres, l'objet en lui-même. Rien que par la couverture, je peux déjà imaginer tout un tas de choses. De l'histoire, de ce qu'elle peut renfermer, dans quel univers je vais entrer, même si une couverture ne dit pas tout. Son but est d'évoquer l'histoire globalement. C'est très important d'ailleurs quand on conçoit une couverture de bien cibler par l'illustration, le texte, la police d'écriture, tout ce qui peut aider le lecteur à savoir dans quelle histoire il va entrer. Avec le temps, je dirais que j'ai davantage développé mon imagination dans le domaine de la littérature. Il y a dans le monde presque autant de livres qu'il y a d'êtres humains. Et il n'y aurait pas assez d'une vie pour découvrir tous les livres qui ont été imprimés. Même si on lisait tous les jours et toute la journée, on n'aura jamais le temps de tout lire. C'est fou de se dire ça. Mais on pourrait être occupé tout le restant de notre vie rien qu'en lisant. Ce sont des millions de phrases et textes qui ont été édités depuis la nuit des temps, depuis que l'écriture existe. Il y a de ça des millénaires. Et il y en aura encore des tas. Je pense à l'intelligence artificielle, dont j'en parlerai un peu plus tard dans le podcast. C'est un sujet que je tenais à évoquer. Alors ensuite, pour parler de mon rapport aux mots et au papier, je dirais que j'aime le livre en lui-même. J'aime l'odeur que renferment les pages d'un livre, la texture, sachant que chaque éditeur utilise un type de papier différent, de couverture différent, rigide, souple, semi-rigide, semi-souple. Bref, il y a tout un tas de moyens d'éditer un livre en imprimerie. J'aime avoir plein de livres différents dans une bibliothèque. Des grands livres, des petits livres, des livres volumineux, des petits livres. Voilà, j'aime les livres variés. Les BD aussi. Et donc mon rapport aux mots, eh bien je dirais qu'aimant le livre, mon amour pour les mots ne peut être dissocié. Chaque mot, chaque phrase a une existence qui lui est propre. J'apprécie le style d'un auteur, autrice, par l'association des mots qui
qu'il manie harmonieusement. C'est avant tout par ça que j'arrive à m'immerger dans une histoire. La qualité d'une écriture fait la qualité d'un roman. On peut écrire sur un sujet tout à fait banal, mais en faire un récit merveilleux par l'écriture. L'emploi des mots avec subtilité. J'ai toujours été fascinée par la création des mots, de l'alphabet, de tous ces mots qui ont été inventés, notamment dans la langue française, qui est d'une richesse incontestable, mais aussi complexe. Les étrangers ne diront pas le contraire quand ils veulent apprendre la langue de Molière. C'est une langue qui est parmi les plus difficiles, mais aussi les plus appréciées au niveau de l'oralité. Je vois sur la plateforme YouTube des étrangers adorer la langue française dans les chansons françaises ou dans la ASMR. Je sais que j'ai vu des youtubeurs étrangers parler français ou des youtubeurs français qui étaient appréciés par le langage français. Je m'amuse parfois à trouver le plus de mots rares, ceux que j'emploie rarement, en un court laps de temps, dans mon esprit. Ainsi, ça me permet de tester ma mémoire et quels mots j'ai en mémoire sans m'en rendre compte. Et je suis assez étonnée de me rendre compte que j'en connais plusieurs. Donc c'est un petit jeu intéressant qu'on peut faire même à plusieurs pour se tester les uns les autres. Sans compétitivité bien sûr, c'est vraiment juste pour exercer son esprit et puis enrichir aussi son vocabulaire. J'ai fait une petite recherche pour le podcast sur l'histoire du livre et de l'apparition des langues. Et du coup, je vais en parler un petit peu dans cette partie-là. Le livre le plus long de toute l'histoire de la littérature, c'est à ce jour le livre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, que nombreux connaissent bien sûr, même à l'étranger. Il y a dans cette saga, je dirais, 9 609 000 caractères. Il est d'ailleurs présent dans le Guinness des records. Et c'est un livre français, donc bravo Marcel Proust pour ce si long texte, qui est en plus souvent évoqué dans le monde littéraire. En ce qui concerne l'alphabet, le plus long alphabet, c'est le Khmer. Je vais l'appeler Khmers, comme les mers, avec 74 lettres. Nous, on a 24 lettres dans l'alphabet, donc c'est plus du triple. C'est une langue cambodgienne qui a un nombre de caractères compris entre 10 000 et 60 000. Ils ont de quoi parler et écrire des livres. Pour la langue la plus difficile à apprendre, c'est le chinois, surtout pour les anglophones et francophones. Tandis que la langue la plus parlée dans le monde, je pense que vous devez le savoir avant que je donne ma réponse, c'est l'anglais bien sûr, avec plus d'1 milliard de personnes qui le parlent chaque jour. Alors elle est suivie du chinois mandarin, qui est parlé par 955 millions de personnes. Ils utilisent davantage des sigles pour écrire. Il existe entre 5000 et 7000 langues dans le monde. En ce qui concerne le nombre de langues existantes dans le monde, il se dit qu'il y en a entre 5000 et 7000, avec des milliers de variantes dialectales, dont la France aussi. En France, on utilise à peu près dans la vie courante 500 mots, mais on connaît en moyenne entre 3000 et 5000 mots. Le vocabulaire contient entre 300 et 5000 selon l'individu, l'âge, le niveau d'éducation, le milieu social et bien sûr l'appétence à la lecture. Plus on lit, plus on enrichit notre vocabulaire. Et notamment si on lit des livres avec un texte au langage soutenu.
Alors, je ne sais pas si vous savez, la première langue qui est apparue dans le monde, je le savais déjà, mais j'ai refait une petite recherche pour avoir davantage d'informations. Et donc la première langue qui est apparue, c'est le sumérien, qui était employé à Sumer, une région au sud de la Mésopotamie, qui correspond à l'Irak actuel. Et pour la langue la plus récente, c'est l'ébonique, ou Black English, qui a été introduite en 1973. L'ébonique s'appelle E-B-O-N-I-C-S. Cette langue désigne l'anglais vernaculaire afro-américain, le Night Walpiri, une langue parlée dans le désert de Tanami par un petit groupe ethnique appelé l'Adja Manu, le Walpiri traditionnel. Voilà pour ces informations sur les langues à travers le monde. Il y a bien sûr de plus en plus de choses à découvrir sur les langues, et c'est donc intéressant de se renseigner davantage sur tout ce domaine-là. Je vais maintenant évoquer ma sensibilité à l'écriture. Je dirais que ma sensibilité détermine ce que j'ai envie de lire, surtout selon certaines périodes. Rares ont été les fois où j'ai été bouleversée par une lecture. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'ai été vraiment émue par un texte du roman que je lisais, qui s'appelle « Tant que le café est encore chaud », d'un auteur japonais qui s'appelle Toshikazu Kawaguchi. Dans cette histoire, il y a une similarité avec ce que je vis personnellement dans ma famille, notamment ma mère. Et en lisant un texte du livre, mes larmes ont perlé, j'avais la gorge nouée. C'était un passage triste mais à la fois porteur d'amour. J'en parlerai davantage quand je ferai la lecture du roman pour une sortie du lundi soir. Il y a aussi l'auteur Delphine de Vigan. Dans certains passages de ses romans m'ont touchée. Je dirais d'ailleurs chaque roman que j'ai lu de Delphine. Après, en ce qui concerne l'humour et ma façon d'y être touchée, je pourrais dire que le roman de l'auteur Baptiste Beaulieu, son roman Celle qui l'attendait, m'a vraiment fait rire à certains moments. C'est une chose qui est rare quand je lis un livre. En revanche, j'ai une capacité à entrer en hypnose avec une histoire. Plus rien n'existe autour de moi. Il peut arriver certaines fois quand je lis un livre qui ne m'accroche pas plus que ça, que mes pensées, disons, dérivent vers autre chose que l'histoire. Et je suis obligée de revenir dans la page précédente pour reprendre conscience de ce que j'ai lu. Mais 90% du temps, je suis vraiment dans mes lectures. Il y a aussi le fait que des fois, quand on est contrarié, stressé, perturbé par quelque chose, c'est difficile d'entrer en hypnose avec la lecture ou regarder un film ou même avoir une conversation avec quelqu'un. Donc la sensibilité, elle dépend aussi de notre humeur, du fait de se sentir posé, de ne pas être parasité par des choses perturbantes. L'idéal quand on lit, c'est d'être le plus posé possible, d'être enclin à lire, à vouloir entrer dans un autre univers, le temps de quelques minutes, d'une demi-heure, d'une heure ou plus. Il y a un autre auteur japonais que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas encore lu de livre sur ma chaîne. C'est l'auteur Haruki Murakami. Il a cette capacité de retenir l'attention du lecteur avec chaque phrase de son texte. L'auteur du livre Tant que le café est encore chaud a un style similaire, je trouve. Et c'est pour ça que j'aime bien. J'ai découvert un frère caché de Murakami. Le premier livre que j'ai lu de Murakami, c'est La chronique de l'oiseau à ressort,
C'est un gros livre qui fait plus de 800 pages. Mais j'ai décroché à aucun moment parce qu'il a vraiment la capacité de rendre chaque phrase utile et intrigante. Ça, je trouve que c'est un talent rare chez un auteur, surtout dans ce type d'histoire. Pour les textes autobiographiques, j'en ai lu quelques-uns. Et je trouve que la sensibilité, elle est encore plus élevée qu'une histoire fictive, surtout si le sujet est délicat. Je pense au roman de Natascha Kampusch, qui est une Autrichienne qui a été retenue captive de ses 10 ans à ses 18 ans. Son histoire a fait le tour du monde quand elle s'est libérée et que ça a été révélé à la presse. J'ai lu ces 2 livres autobiographiques à des temps espacés, forcément, puisque son dernier livre, elle l'a écrit ces dernières années pour faire le constat de comment elle vit son quotidien depuis sa libération. J'ai été touchée par la description détaillée de sa captivité dans son premier livre, sa résilience à fuir, à garder espoir. Elle a tenu tête à son ravisseur qui avait pourtant une psychologie particulière. Wolfgang Priklopil était un homme qui avait un caractère et une psychologie peu ordinaire. Je dirais même très peu ordinaire. Natascha nous parle vraiment de sa manière d'être l'homme qu'il était. Elle avait vraiment capté chaque coin de son esprit, sa manière de réagir. Elle anticipait tout à force de vivre avec lui. Elle a été retenue dans une toute petite cellule sans fenêtre, dans une cave doublement fermée, avec pour seule ventilation un petit ventilateur qui tournait toute la journée. Son ravisseur la nourrissait quand il le volait. Des fois, il l'affamait. Elle a perdu énormément de poids jusqu'à devenir rachitique. Et pourtant, elle a tenu le coup jusqu'à ses 18 ans. Je trouve ça fascinant, car rares sont les personnes qui échappent de leur ravisseur, tout du moins en France. Elle raconte dans les livres que pendant sa captivité, que sa peur première était que son ravisseur meure et ne puisse venir lui ouvrir, qu'elle finisse seule par mourir dans cette toute petite pièce, fermée de tout, à quelques mètres sous terre. Quand elle a commencé à devenir adolescente, elle a commencé à eu le droit de sortir dans la maison, puis un peu dehors. Elle allait même avec lui en course quelquefois. Et puis, un fameux jour de l'année de ses 18 ans, elle finira par pouvoir fuir de la résidence parce que Wolfgang a eu une inattention de ne pas fermer le portail. Elle a couru jusqu'à être sûre qu'il ne puisse pas la rattraper. Elle a attendu de longues années, tous les jours en captivité avec un homme qui était incertain dans ses comportements. Il pouvait très bien être gentil à un moment puis complètement mauvais à un autre. C'était très déstabilisant pour elle. Mais je lui trouve un courage incroyable, d'une obstination incontestable. Si je pouvais lui dire personnellement combien je la trouve courageuse, je lui dirais. Peu de temps après qu'elle se soit échappée, son ravisseur s'est suicidé. À sa sortie, quand elle a donné sa première interview, il y a une partie du public qui l'a soutenue et l'autre pas du tout. Il lui a reproché de mentir, d'avoir eu des relations consenties, d'avoir caché un enfant né quelque part. Mais bien sûr, tout ça était faux. Elle l'a assuré à plusieurs reprises. Il y a eu des enquêtes, etc. Mais malgré ça, les gens refusent de le croire. Des années plus tard, à la sortie de son deuxième livre, il y a une partie des gens, surtout en Autriche, qui lui reprochent encore ses faits. Je trouve ça incroyable, c'est tellement irrespectueux pour une victime. Il faut subir les médias, les critiques, la captivité de son enfance à l'âge adulte. Pour moi, Natascha Kampusch, c'est un témoignage qui m'a le plus bouleversée parmi tous les témoignages dont j'ai eu connaissance. Je
suis vraiment touchée par tout ce qu'elle a vécu. Et je pense à d'autres enfants qui ont été enlevés, qu'on n'a jamais retrouvés jusqu'à présent. Et je me dis, ils ont peut-être vécu la même chose qu'elle. Ils pourront jamais s'échapper. C'est des choses qui arrivent fréquemment. Et donc avoir le témoignage d'une personne qui a réussi à fuir, c'est à la fois porteur d'optimisme, je trouve. Même si le restant de sa vie, elle aura les stigmates de sa captivité, de tout ce qu'elle a vécu, de très dur avec lui. Je vous recommande de lire le livre si vous ne l'avez pas encore lu, parce qu'il est très bien écrit, rédigé, grâce à Natacha. J'ai également lu aussi des biographies sur l'autisme, le TSA, trouble du spectre autistique, par des auteurs français et américains qui ont été vraiment utiles. Et puis, j'aime aussi les épopées, les sagas sur les histoires ancestrales qui permettent une évasion vraiment imaginaire. J'aimerais davantage lire sur les épopées vikings, avec peut-être des pages illustrées à certains moments. Je pense que la lecture est essentielle dans nos vies, et ce dès le plus jeune âge. En tant qu'auteur, imaginer des histoires me permet de m'évader, de m'extraire de moments où la vie est difficile. Il n'y a rien de plus évasif que la littérature, avant même les films, bien que j'adore regarder des films et séries. Mais avec la lecture, c'est nous-mêmes qui sommes le producteur, le scénariste, le cadreur de nos images projetées dans notre esprit. C'est nous-mêmes qui nous faisons la voix des personnages, leur aura, leur attitude et tout ce qui englobe les scénettes qu'on peut se faire dans notre imagination. Dans cette dernière partie podcast littérature, je vais parler de l'IA, l'intelligence artificielle, qui prend de plus en plus de place dans le monde de l'art. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est rassurant, surtout pour les artistes. Récemment, j'ai entendu parler dans les médias d'une auteure japonaise qui a fait sensation avec son livre Tokyo Todojoto, qui veut dire la tour de la compassion de Tokyo. Elle s'appelle Ri Kudan et elle a reçu le prix Akutagawa. Cet auteur a avoué avoir utilisé 5% de ChatGPT pour écrire son histoire. Ça lui aurait permis de libérer sa créativité. L'IA lui a suggéré des phrases thématiques qui l'ont grandement aidé. Et donc une question se pose. L'IA peut-elle remplacer un écrivain? L'auteure japonaise a reçu le prix Akutagawa avec un jury dithyrambique qui, pour eux, le roman était d'une telle perfection qu'il est difficile d'y trouver des défauts. Dans l'histoire, l'action se déroule dans un Tokyo futuriste où une grande tour utilisée comme un centre de détention confortable pour les criminels est construite. Le thème paraît intrigant. L'IA est aussi utilisée dans la peinture, la BD, la musique, où des voix d'artistes connus sont reprises pour en faire des musiques. Ça crée parfois des très bonnes musiques, mais je trouve ça problématique. Il faut qu'il y ait tout de même un certain contrôle de toutes ces utilisations IA pour authentifier ce qui a été créé de l'humain et non du robot. Pour mes romans, je ne songe pas à utiliser ChatGPT un jour. Pour moi, l'art, c'est une essence purement humaine, qui n'a de sens que par les émotions humaines. Bien sûr, je suis curieuse de voir ce que peut produire une IA, mais l'être humain a besoin de conserver sa place, son importance dans divers domaines, et encore plus avec l'art. J'ai lu que sur Amazon, on peut trouver des centaines de livres en vente, écrits ou coécrits par ChatGPT, cet agent conversationnel. La littérature est peut-être plus réticente que d'autres face aux arts, face au développement de l'intelligence artificielle. Comment en vient-on à l'utiliser? Il suggère que pour surmonter l'angoisse de la page blanche, il existe Génario, une plateforme qui a été lancée il y a 4 ans par David Defendi, avec l'aide d'un ingénieur.
L'entreprise compte aujourd'hui une dizaine de collaborateurs et 1 millier d'auteurs inscrits. C'est une muse technologique. L'IA ne va pas écrire à votre place, précise-t-il. Pour lui, ça ressemble au travail avec un co-auteur. Mais pour Laure Leroy, directrice des éditions Soulma, le texte, même passé par une IA, reste une création humaine. L'IA peut s'utiliser de 2 façons dans la création littéraire actuellement. Analyse de son côté le professeur de littérature française contemporaine, Pascal Mougin, de l'université Paris-Saclay, d'un côté d'une éventuelle grande production de romans à l'eau de rose, ou d'aventures de l'autre. Un usage de l'IA plus expérimental et confidentiel. Quant aux traducteurs, certains s'inquiètent de la transformation de leur métier face à la pratique, certes encore minoritaire, de la post-édition, qui les relègue au rang de relecteurs et échangent au passage leur statut et leur mode de rémunération, d'auteur à prestataire, comme l'explique l'Association des traducteurs littéraires de France. L'IA ne sert cependant pas que future nourrice pour les bambins. En étudiant les évolutions du langage, il devient possible de comprendre différemment nos sociétés. Les mots vont, viennent, disparaissent. C'est ainsi que les hommes vivent, disait le poète. Pour conclure ce podcast littérature, je dirais que j'aime à penser que l'humain aura toujours une place première dans la créativité. Il n'y a rien de mieux que de faire travailler ses méninges et avoir produit de son propre esprit. Ça permet de ressentir que notre place sur Terre a du sens. Je ne suis pas contre l'IA dans le domaine médical ou de l'entreprise si c'est un support qui aide et améliore la vie. Mais en termes de performance intellectuelle, je pense qu'il vaut mieux conserver nos intelligences naturelles afin que le cerveau continue de développer de nouvelles connexions neuronales, surtout dans l'art. Dans le futur, il reste encore des tas de livres à lire qui ne sont même pas encore écrits. Je n'ai pas écrit de nouveaux textes depuis mon dernier roman. Le fait de ne pas suffisamment vendre a atténué un peu mon désir à écrire. Mais je garde des projets potentiels d'histoire dans mon esprit. Je me rends compte que j'ai besoin de créer des histoires. Ça vient naturellement, parfois dans mon quotidien, sans que je le pressente, que je le prépare. En faisant telle ou telle chose, l'inspiration vient. Il faut que je continue à prendre confiance en moi et plaisir à écrire. Car la littérature a une grande place dans ma vie. Voilà, j'arrive à la fin de ce podcast. J'espère que les sujets évoqués vous ont plu et qu'ils vous ont permis d'apprendre certaines choses peut-être. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt pour un prochain podcast.